Les craintes sur l'expansionnisme russe sont-elles justifiées? Je pense qu'il ne faut pas exagérer les choses. À 28, les États membres ont 1,5 million de personnes qui portent l'uniforme. C'est 2 fois plus que l'effectif des forces armées russes. Il ne s'agit pas d'1,5 million de soldats prêts au combat, ce n'est pas le cas non plus des 750 000 hommes en Russie. Mais je ne crois pas que nous soyons militairement menacés. Et qu'en est-il de la cyberguerre? On sait que la Russie est soupçonnée d'ingérence dans des élections, par exemple. Pensez-vous que les pays de l'OTAN devraient mieux se préparer à lutter contre cette cybermenace? C'est un problème auquel tous les pays européens doivent s'attaquer de manière simple, en convainquant leurs citoyens qu'il n'y a rien dans le discours russe qui leur promette plus que ce dont ils bénéficient au sein de leur propre pays et en faisant partie de l'Union européenne. Alors, quelles que soient les histoires que les Russes tentent de propager sur Internet, les fake news, etc., les Européens n'y prêteront plus attention, car ces histoires ne sont pas une alternative viable à ce que l'Europe peut leur offrir. Et pensez-vous que la Russie ait les moyens, disons la technologie, pour cibler et ou pirater les systèmes militaires européens, par exemple? Ce sont, je crois, des technologies très abordables et très répandues, et c'est l'un des problèmes qui se posent. Le nombre de cibles potentielles est illimité. Ce sont des infrastructures cruciales, et la plupart sont en réalité aux mains d'intérêts privés. Donc il est très facile de faire beaucoup de dégâts. D'un autre côté, on devrait se demander quels sont les intérêts et les intentions russes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la capacité de faire quelque chose qu'il est probable qu'il le fasse. Et quelles sont les intentions de la Russie, à votre avis? Mon sentiment, c'est que le principal objectif de la Russie est de restaurer sa sphère d'influence dans les anciens pays de l'Union soviétique. Viser l'Union européenne en tant que telle n'est pas dans ses intentions. La Russie veut simplement affaiblir l'Union et l'OTAN pour avoir les mains libres dans des pays comme l'Ukraine. Donc je ne vois pas de menace directe à l'égard de l'Union, mais bien sûr, si nous, en Europe ou au sein de l'OTAN, nous nous divisons, alors les Russes, opportunistes comme ils sont, n'hésiteront probablement pas à exploiter ce vide que nous créerons. On a vu la semaine dernière que Donald Trump a refusé de réitérer clairement le principe d'assistance mutuelle au sein de l'OTAN. Cette question va bien au-delà de la personne de Trump, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une nouvelle élite aujourd'hui aux États-Unis qui n'est pas nécessairement d'origine européenne et qui ne regarde pas nécessairement en premier vers l'Europe. De nombreux responsables politiques américains de nos jours ont d'abord le regard tourné vers la Chine et vers l'Asie. La deuxième, c'est que nous ne sommes plus au temps de la guerre froide où les intérêts européens et américains coïncidaient presque automatiquement. Nous sommes dans un monde multipolaire, il y a des grandes puissances distinctes, elles coopèrent sur un sujet, elles sont concurrentes sur un autre et donc nos intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux des Américains. Il faut simplement voir une chose, les États-Unis considèrent la Chine d'une manière très différente des Européens. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas maintenir une alliance forte, mais cela signifie que nous devons être plus flexibles et que nous, les Européens, nous devons définir nous-mêmes nos propres intérêts et nos priorités et agir en fonction, et si besoin par nous-mêmes. Est-ce que cela veut dire que la défense européenne est enfin en train de prendre forme et comment? Il faut qu'elle prenne forme, parce que nous en parlons depuis 20 ans. Si elle voit le jour maintenant, elle sera le résultat d'un axe franco-allemand en matière de défense. La France et l'Allemagne, ensemble, peuvent mettre en œuvre des structures permanentes de coopération. Le mécanisme présent dans le traité de Lisbonne, qui permet à un noyau dur de quelques États membres d'intégrer leurs efforts de défense, permettra de faire un bond en avant et de créer vraiment les capacités qui permettront à l'Europe de gérer une crise en étant autonome si c'est nécessaire.